La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier webinaire des rendez-vous de l'Atlas. Andréane Blais du Conseil régional de l'environnement au centre du Québec. Ça nous fait plaisir de vous accueillir pour cette 7e fois. Comme conférencière, on a Madame Louise Gratton qui vient nous présenter la catégorie multi-cibles. Juste avant de présenter Madame Gratton, juste voir si vous nous entendez bien en indiquant dans la boîte questions le nombre de personnes qui sont présentes dans la salle avec vous. Et vous allez vous familiariser en même temps avec la boîte questions. Donc, tout au long du webinaire, on vous invite à poser vos questions qu'on va traiter à la fin. Pour faciliter la référence pour Louise, indiquez le numéro de diapositive auquel votre question se réfère. Et aussi, on va répondre aux questions à la fin. Ah oui, c'est ça. Il va y avoir l'enregistrement du webinaire qui va être disponible là, quelques jours après le webinaire sur le site Internet du Conseil régional de l'environnement. Donc, Madame Gratton détient une maîtrise en biologie de l'UQAM. Elle est consultante en écologie et conservation et cumule 35 ans d'expérience dans ces domaines, dont 12 années pour Conservation de la nature Canada, à titre de détentrice de la science pour la région du Québec. Madame Gratton est membre fondatrice et secrétaire du Corridor appalachien, présidente des Amis de la tourbière de Saint-Joachim de Shefford, membre du conseil d'administration de Nature Québec et de l'Association forestière du Sud du Québec. Elle collabore activement aux activités de 2 pays, une forêt et de la fiducie foncière de la vallée Routeur. Son implication dans la conservation des milieux naturels lui a valu de nombreux prix, dont le prix porteur d'espoir du jour de la Terre, le prix Pierre Dansereau décerné par l'Association des biologistes du Québec et le prix Consentia Hommage du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, je lui cède la parole à l'instant. Bonjour tout le monde. C'est toujours un peu stressant de passer la dernière dans cette série de webinaires-là parce qu'ils ont été de très bonne qualité. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, j'ai la tâche de vous présenter la méthodologie d'analyse multicible. J'espère que vous allez en fait m'aider avec ce défi-là de faire des analyses multicibles. On a quand même assez progressé au cours des dernières semaines sur la façon dont on pouvait s'y prendre. Alors, on a décidé de garder ça simple, mais la simplicité est toujours relative. Là. On va avoir, je vous encourage à non seulement me poser des questions à la fin, mais aussi à nous faire des recommandations. Alors, allons-y. Alors, j'ai pigé dans les présentations de mes prédécesseurs, là, seulement pour vous rappeler, vu que c'est la dernière présentation, vous rappeler un petit peu les objectifs de ce projet-là. Alors, vous savez que cette initiative-là de l'Atlas ou du plan de conservation des bassins du Saint-Laurent, c'est la poursuite d'actions conjointes entre le fédéral et le provincial portant sur la conservation de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'eau et la pérennité des usages, même si chacun de ces éléments-là, à mon avis, n'est pas mutuellement exclusif. On a décidé de le découper en blocs, un peu comme quand on décide de manger un éléphant une bouchée à la fois. Là. Alors, avec ce projet-là, on prend une première bouchée qui est d'identifier les milieux d'intérêt écologique et de s'attarder aux milieux d'intérêt écologique, aux espèces exotiques envahissantes et au changement climatique, et une bouchée encore plus petite en ce qui nous concerne aujourd'hui, d'outiller les communautés pour la conservation des milieux naturels des basses-terres du Saint-Laurent et du Saint-Laurent également. Alors, au tout début, quand on s'est assis, ça fait déjà de près de 3 ans, 4 ans, là, 2015, je pense, la première rencontre qu'on a eue avec un certain nombre d'entre vous, on a décidé que le plan de conservation ne serait pas un plan de conservation où, traditionnellement, on a identifié souvent dans des plans des endroits qui étaient importants pour la conservation des milieux naturels, mais on a décidé qu'on ferait 2 blocs.
de travail qui constituerait le plan de conservation. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le premier bloc qui identifie les sites à conserver en priorité pour favoriser le maintien de la biodiversité qui va constituer en fait l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent. Et dans un deuxième bloc, dans une deuxième phase, même si on a déjà commencé à prendre des pas, à transgresser, là, alors c'est pour ça que les dates se chevauchent, on a commencé à prendre des pas pour soutenir les organismes et définir des stratégies de mise en œuvre. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de journée que je passe sans rajouter quelque chose à la liste qui se trouve là. Alors, ça promet pour les 3 prochaines années. Mon mari qui prend ça, je prendrai ma retraite l'année prochaine. On va falloir, j'y annonce qu'il va peut-être travailler encore un peu plus longtemps. Je ne passerai pas en revue tous les intervenants. Vous l'avez sur la diapositive. Les intervenants qui ont participé étroitement, je dirais, c'est l'équipe, le cœur, je dirais, de l'équipe de travail pour les basses terres du Saint-Laurent, mais pour produire l'Atlas, mais c'est bien évident que dans les mois et je dirais dans les mois qui viennent, là, je dirais même probablement à l'automne, là, on va éclater parce que c'est pas vrai que ces gens-là qui vont mettre en œuvre ce projet-là, vous allez tous être interpellés dans la mise en œuvre de ce plan de conservation. Alors, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi le but de l'analyse multicible? Vous avez vu dans les précédents webinaires qu'on avait séparé le territoire en différents types. Je vais y revenir tantôt. Mais on s'est aussi posé la question, est-ce qu'il y a des endroits dans les basses terres du Saint-Laurent qui sont vraiment là, des endroits qui sont des endroits très importants pour la protection de la biodiversité parce qu'ils cumulent plusieurs cibles ou que pour une cible en particulier sont extrêmement importants. Puis on s'est dit, comment on fait ressortir ça dans un portrait plus global? Alors, c'est un peu l'exercice qu'on s'est prêté. Et le but, c'est de créer des noyaux de conservation en vue d'augmenter l'efficacité du réseau des milieux naturels d'intérêt pour la conservation, si on décide de les protéger, d'évaluer l'atteinte de l'objectif de 20% de représentation par ces noyaux-là. Est-ce qu'on peut optimiser en choisissant un site qui compte beaucoup de nos besoins plutôt que de choisir plein de petits sites ailleurs, sachant très bien, si vous avez un peu investi d'énergie dans la lecture en biologie de la conservation, qu'un grand site intègre ou très diversifié, il y a plusieurs avantages. Je vais revenir un peu en fin de présentation au niveau de la protection de ces sites-là. Puis après, d'orienter des actions de conservation à l'échelle régionale. Est-ce qu'on va choisir les meilleurs endroits pour chacune des plus petites cibles, puis faire une espèce de saupoudrer nos efforts de conservation sur notre territoire, ou on va se concentrer sur des endroits qu'on sait qui vont être résilients aux perturbations ou aux grands changements climatiques qui nous attendent. Alors, c'est un peu l'idée derrière cette analyse multicible. Alors, comme le montre la figure des basses terres du Saint-Laurent, ça peut être différents points dans les basses terres du Saint-Laurent, et ça peut représenter une espèce d'amalgame de sites qui sont les meilleurs dans chacune de leurs catégories et qui se retrouvent au même endroit. Alors, seulement un rappel des sites de conservation et pour lesquels vous avez eu des présentations. Alors, les milieux forestiers, les milieux ouverts, les milieux humides, les milieux aquatiques qui incluent les milieux riverains. En fait, les milieux riverains, on les a considérés comme partie intégrante du milieu aquatique et de leur intégrité. Le système fluvial qui vous a été présenté la semaine dernière, je crois, et qui en fait est pas tout à fait analysé comme les autres grandes cibles d'écosystèmes parce qu'on n'est pas rendu on n'a pas encore développé un système de classification qui nous permettrait de faire une évaluation systématique du fleuve. Par contre, on a des idées sur comment le faire et Marc Main-Gelbier s'est engagé à faire un premier exercice justement pour le lac Saint-Pierre de cette classification du territoire pour voir si on ne peut pas mieux identifier les endroits qui sont très importants au niveau du système fluvial. Alors, ce que vous avez eu comme présentation, c'est davantage des sites importants dans le système fluvial. On le sait, ça a été répété plusieurs fois. Donc, c'est vraiment des sites plus ponctuels. Ce sont un peu comme des sites incontournables du fleuve qu'on identifie.
Je vais rajouter quelque chose qu'on n'a pas parlé encore parce qu'on ne voulait pas faire des webinaires spécifiques à ça, mais il y a certains systèmes, écosystèmes ou même habitats d'espèces qui malheureusement ne tombent dans aucune de ces 5 grandes catégories-là. On aurait pu les intégrer, mais des fois, c'est tellement marginal par rapport à… Mais c'est des éléments de biodiversité qu'on ne veut pas échapper. Alors, ces choses-là sont les alevars, par exemple. Certains sont imbriqués dans les milieux forestiers, mais d'autres ne le sont pas. Et c'est des entités comme telles qu'on ne veut pas nous échapper, qu'on ne veut pas qu'ils échappent à notre analyse, parce que c'est des éléments importants, surtout au niveau qu'on connaît importants, surtout au niveau de la flore, mais de plus en plus, on commence à réaliser qu'aussi au niveau des invertébrés, c'est des milieux importants. On a aussi toute une série de milieux qui sont soit associés à des habitats qui sont tellement petits ou non cartographiés, comme ça se présente un petit peu moins dans le cas des basses-terres du Saint-Laurent, mais on fait un plan similaire pour l'estuaire et le golfe, mais tout ce qui sont les falaises et les colonies d'oiseaux en falaise, on pourrait penser à des milieux ouverts pour les basses-terres du Saint-Laurent où on a, par exemple, des colonies de sternes Pierre-Garin qui sont peut-être sortis dans le système fluvial, mais pas dans la portion aquatique du système fluvial. Alors, pour être sûr de ne pas échapper ces choses-là, on va les rentrer également dans notre ensemble de sites prioritaires pour la conservation. D'autres sites, comme les sites de nidification et dortoirs de martinaires ramoneurs, on n'a plus, en fait, de population de martinaires ramoneurs qu'on retrouve en milieu naturel parce que il n'y a plus le type de forêt que nécessitait la taille des arbres que nécessitait cet oiseau-là. Les sites de nidification d'hirondelles des rivages qui aussi sont en train de disparaître. Puis c'est un habitat qui n'est pas cartographié. Et les hibernacles de chauves-souris. Il y en aurait possiblement d'autres, mais c'est ceux pour lesquels on a de l'information, donc qu'on a retenu. Ah oui, je n'avais oublié un, je l'ai mis à part parce que c'était la flore. Il y a aussi, malheureusement, malheureusement et heureusement, la vie est faite comme ça, il y a des localités d'espèces en péril qui ne se retrouveront pas dans des forêts de 10 hectares et plus, qui est notre superficie moyenne. Il y a peut-être une colonie d'une espèce très particulière qui se retrouve dans un habitat de 4 hectares et c'est le seul endroit où on peut la protéger, où ça fait partie d'une population qui fait partie d'une métapopulation de cette espèce-là qu'on ne veut pas échapper. Alors, on a aussi rajouté cette dernière information-là comme des sites qui pourraient être prioritaires pour la conservation. Un rappel, encore une fois, des sites de conservation sous une autre forme et des unités spatiales d'analyse qu'on a utilisées pour faire les analyses par cible. Le fragment forestier, le complexe de milieux humides. Pour ce qui est des milieux aquatiques, c'était des unités écologiques aquatiques qui sont de taille variable, les friches de plus de 5 hectares et les prairies agricoles qui ont été traitées au niveau des ensembles topographiques. Et vous allez voir que le fait que cette dernière-là a été évaluée au niveau des ensembles topographiques nous empêche un peu de la considérer dans les analyses multicibles parce qu'on prendrait tout l'ensemble topographique pour le coupler aux autres. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, ça explique un peu là, pourquoi on va l'abandonner en cours de route. La méthode de sélection des sites prioritaires est très similaire d'une cible à l'autre. Vous avez vu ce petit diagramme-là dans pratiquement chacune des présentations. Alors, on a choisi que notre objectif de représentativité pour chacune des cibles était de 20 de chaque type d'habitat représenté dans chaque cible. Et ce 20%-là, il est basé, en fait, on s'est dit, si on veut protéger 17%, peut-être que si on se donne un pôle de sites à 20%, on devrait avoir suffisamment de sites pour atteindre nos objectifs de conservation. Mais je suis tombée sur un article récent. Là, ça fait par exprès, je ne l'ai pas écrit sur mes notes, mais je pourrais le partager avec vous. C'est l'article de Levine qui date de 2017. Ben non, je ne l'ai pas mis. qui explique avoir utilisé le logiciel Markson pour regarder
s'il fixe ses objectifs à différentes hauteurs, mettons à 50% de représentativité versus 5, 10, il s'est rendu compte qu'entre 10 et 20, c'est là où, avec 50, on capturait trop de choses. Avec 10, on échappait trop de choses. Ils ont fait plusieurs études, puis ils se sont rendus compte qu'entre 10 et 20, c'était possiblement une cible qui nous permettrait d'arriver à des résultats qui étaient assez plus utilisables. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais partager cet article-là avec eux. Ensuite, l'étape suivante, c'est, comme on l'a dit, les espèces ne sont pas nécessairement réparties comme on voudrait uniformément sur le territoire. L'effort d'échantillonnage n'a pas été réparti de façon uniforme sur l'ensemble du territoire. Si on pense, par exemple, aux occurrences d'espèces floristiques et fauniques. Par contre, on sait qu'ils sont là. Alors, comme on commence un projet de conservation, si on attend d'avoir la connaissance parfaite de la répartition de toutes les espèces menacées et vulnérables sur le territoire, on ne commencera jamais à travailler à faire de la conservation. Donc, on sait que ces espèces-là sont là. Donc, on a décidé qu'il y avait on pouvait sélectionner une certaine quantité d'habitats qui étaient incontournables. Donc, ceux qui étaient à proximité ou contigus à des aires protégées publiques ou privées, la présence d'occurrences d'espèces floristiques et fauniques, de haute valeur de conservation, alors ça a été défini, la présence d'écosystèmes forestiers exceptionnels, par exemple, la présence d'habitats irremplaçables qui ont été calculés de façon différente selon les cibles. Alors, ces sites-là, c'est vraiment le choix des experts autour de la table qui ont dit ça, compte tenu parce que là, il faut se rappeler pourquoi on fait ce travail-là. On le fait, nous, ensemble, toute la communauté de la conservation pour protéger les milieux naturels, mais le gouvernement aussi a des engagements par rapport à ces espèces-là, par exemple, et il va devoir agir. Donc, il faut qu'ils en prennent en considération d'emblée dans ce genre de plan-là. Et ensuite, on a, alors, un coup qu'on a sélectionné ces sites incontournables, on sélectionne les sites à partir de critères de priorisation. Ces critères de priorisation sont également variables d'une cible à l'autre. Dans les webinaires précédents, on vous a présenté ça. Et on va sélectionner jusqu'à l'atteinte de notre fameux objectif de 20%, jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif-là. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les milieux naturels. Ça ne veut pas dire non plus, puis je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter à 20%. Parce que, pourquoi on dépasse parfois, c'est qu'on travaille au niveau du fragment forestier. Alors, ça se peut que j'ai un très grand fragment forestier où j'ai un habitat qui est très petit, mais il ne se retrouve que dans cet habitat-là. Donc, il faut que j'aille chercher plus grand. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut protéger jusqu'à, ici, dans ce cas-ci, c'est presque 56% du territoire. Ce que ça nous dit, c'est que dans l'ensemble de ce territoire-là, pour cette cible-là, on a des opportunités. C'est un peu ça, c'est davantage comme ça qu'il faut voir que de dire que, mon Dieu, tout mon territoire est intéressant pour la conservation. C'est possible, il va falloir faire des choix judicieux, mais ça vous donne un peu la marge de manœuvre que vous avez. Alors, je vais faire une définition, je fais une petite pause ici pour faire une définition qui est importante parce que ça va nuancer le reste de mes propos. Les sites prioritaires, c'est quoi? Dans le cadre de ce projet-là, parce qu'on pourrait définir, dépendant des objectifs de n'importe quel projet, qu'est-ce que sont les sites prioritaires? Alors, dans le cadre de ce projet-là, les sites prioritaires, c'est ceux qui regroupent pour chacune des cibles les sites abritant les éléments de biodiversité incontournables, ceux qu'on a mentionnés tantôt, et les sites qui vont avoir été priorisés à partir de critères principaux et secondaires qui, ensemble, permettraient d'atteindre 20% de représentation de chaque type d'habitat. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'on a sélectionné dans la diapositive précédente. Quand je vais parler de sites prioritaires, c'est toute cette gang de sites-là. OK? Ensuite, on a les hotspots. Les hotspots, on entend souvent parler de ça, mais les hotspots, en fait, c'est des sites ou des assemblages de sites qui abritent un nombre élevé d'éléments de biodiversité exceptionnels, associés à une ou plusieurs cibles, mais sans égard à la superficie du site. C'est vraiment un endroit, il se passe quelque chose ici, c'est important, il va falloir s'en occuper. Mais est-ce que c'est un noyau de conservation? Moi, dans la notion de noyau de conservation que je veux véhiculer ici, et puis les deux je ne les compare pas, hein, les deux sont importants. Mais quand on va avoir à choisir des noyaux de conservation,
va falloir faire des choix. Alors, pour moi, un noyau de conservation, ça ressemble à un hotspot. C'est un site ou un assemblage de sites prioritaires abritant un nombre élevé d'éléments associés à un de plusieurs cibles de conservation, mais dont la superficie est suffisamment grande pour assurer la survie des espèces représentatives des cibles de conservation et des processus écologiques qui les maintiennent. Donc, un noyau de conservation, pour moi, c'est quelque chose qui par lui-même, ou avec un peu d'aide, parce qu'on a des territoires où les noyaux de conservation, ceux qui restent en fait, qui sont quand même encore de petite taille, mais par lui-même, ne sera pas autosuffisant, mais presque. Il y a une espèce d'autonomie du site qui va maintenir son intégrité dans le temps. Est-ce que ça veut dire qu'un site plus petit ne mérite pas qu'on s'attarde à sa conservation? Pas du tout. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir être plus actif au niveau de la gestion de ce site-là. Au niveau des mesures de protection qu'il va falloir mettre sur ce site-là et de suivi. Alors, c'est juste pour nuancer les deux. Dans ce que je vais vous présenter un peu plus loin, et puis parce qu'on va parler des différents, je ne suis pas sûre que ma diapo est à la bonne place, mais enfin, ce n'est pas grave. On va vous présenter cette information-là ou le cumul des informations qui va avoir été fait ici dans le cadre, le contexte de mise en place au niveau des districts écologiques. Je ne rentre pas dans le détail là, du cadre écologique de référence. D'ailleurs, ce serait même, je suggérerais même à un moment donné que le MDD et le LCC nous fasse une présentation pour qu'on comprenne finalement bien c'est quoi ce cadre de référence, comment ça peut être utilisé. J'aurais pu très bien dire, je prends les MRC, je prends les bassins versants. Mais on s'est attardé au contexte de mise en place parce que ce contexte de mise en place-là, qui est en fait le regroupement du niveau 4 du cadre écologique de référence du ministère, ce qui traduit très bien, c'est comment ça a influencé notre occupation du territoire. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça important d'utiliser cette analyse spatiale de référence. Alors, passons maintenant là, au vif du sujet, là, vraiment. Pour approcher notre problématique là, de décider comment nous allions faire les analyses multicibles, on a choisi de regarder les trois options les plus courantes, en fait, celles qu'on voit les plus couramment, dans les plans de conservation qu'on a soit réalisé soi-même ou participé ou même vu dans la littérature. Alors, la première évaluation de contribution de la première option, c'est l'évaluation de la contribution à la représentativité par unité spatiale de référence. C'est ceux qui ont consulté l'Atlas sur la biodiversité du Nord qui a été produit par Frédéric Poisson et Marie-Josée Côté en 2017. Ont utilisé cette unité. Alors, plutôt que d'aller chercher les fragments ou les milieux naturels comme tels, ils les regardent à l'échelle d'un district écologique, puis ils décident quel district écologique contribue davantage à la protection des éléments de biodiversité du territoire ou du district écologique. Alors, c'est une façon de présenter des résultats qui est fort intéressante. Parce que ça vous donne un peu une idée de la répartition de la biodiversité. Ça peut vous donner une idée des secteurs qui sont prioritaires versus d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, pour faire son analyse pour les prairies agricoles, Benoît Jobin a choisi de faire son analyse par ensemble topographique pour identifier les endroits qui étaient les plus susceptibles de protéger des prairies agricoles qui correspondaient aux besoins des oiseaux champêtres. Alors, on n'est pas étonné quand on connaît un peu le cadre écologique de référence de voir que les endroits qui sortent en vert et même en vert pâle, mais en vert étant les endroits les plus intéressants, c'est aussi les endroits où l'agriculture est la moins propice, donc où on a plus de terrains qui sont des terres en foin, en fourrage pour les animaux, plutôt que des grandes cultures comme le soya ou le maïs. Alors, il y a un lien direct entre l'occupation du territoire et
attributs qu'ils ont pour la conservation d'une espèce en particulier. C'est ce que ça l'a démontré ici. Donc, on pourrait faire la même chose probablement pour toutes les cibles. Mais comme dans le cas des prairies agricoles, on sait très bien que les stratégies de conservation vont être plus axées sur des régions données, des territoires donnés ou des districts écologiques dans lesquels se retrouvent plusieurs propriétaires qui pourraient avoir travaillé en commun pour maintenir des habitats pour les oiseaux champêtres, alors que quand on commence à travailler, puis l'objectif ici, c'est vraiment une espèce, les besoins de certaines espèces, pardon, tandis que quand on travaille au niveau des autres cibles, milieux humides, milieux aquatiques, milieux forestiers, on parle vraiment de milieux naturels. Alors, oui, on pourrait faire une analyse globale pour savoir où se concentrent les milieux naturels, où il y aurait plusieurs de choses qui se chevaucheraient, on s'y attend, dans certains districts écologiques ou ensembles topographiques, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est savoir quels milieux naturels sont importants. Quelques autres exemples ici, ce n'est pas du tout le cadre écologique de référence, mais 2 pays de forêt avaient utilisé les bassins hydrographiques, les bassins versants, pour illustrer différents aspects de la conservation du territoire des Appalaches. Alors, c'est pour vous montrer que ça aurait pu très bien se faire par bassin versant. Alors, ces unités spatiales géographiques là, de référence, on peut les utiliser selon l'objectif qu'on vise pour illustrer des éléments de biodiversité d'une certaine façon. L'option, alors ça, cette méthodologie-là, on la trouve extrêmement importante. On a convenu avec les gens du MDD-LCC que ce serait une façon d'illustrer des résultats à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent. Quand on va présenter les résultats de l'Atlas, c'est des images qui peuvent être assez parlantes, là, des endroits qui sont plus intéressants pour la conservation en termes de répartition des grands sites, des grands territoires, des régions qui jouent un rôle important. Maintenant, on savait qu'on voulait aller à une échelle qui était plus grande au niveau du terrain. Alors, on a regardé les autres possibilités. Au cours des derniers 10, 12 ans, 15 ans, là, je dirais, on a beaucoup travaillé, on a vu ça beaucoup dans la littérature aussi, avec des grilles de mailles, okay? Que ce soit des hexagones ou des pixels. Alors, c'est des superficies prédéterminées qu'on superpose à une carte et on relève dans chacun de ces territoires prédéterminés-là les valeurs de conservation. Tardif l'a fait pour identifier les hotspots du Québec au niveau de la biodiversité. Alors, vous pouvez consulter ce document-là dont on a tiré les images que vous voyez ici. Et ça peut se décliner à différentes échelles, dépendant ce que vous voulez représenter et puis dans quel contexte vous voulez présenter ces informations-là. Alors, c'est des cumuls de rangs dans chacun des hexagones qui vous permettent d'aller identifier les secteurs qui sont plus importants. À la rigueur, on aurait pu dire, on va utiliser cette méthodologie-là, on l'a explorée, et puis dire, ben finalement, notre noyau conservation, ça pourrait être le regroupement des les cellules ou des pixels ou des mailles, appelez ça comme vous voudrez, qui ont les valeurs les plus hautes. On aurait pu tout à fait procéder comme ça. Je vais vous expliquer à la fin de la présentation de cette option-là pourquoi on n'a pas retenu cette option. Ensuite, on a, ça c'est juste un autre exemple, là, c'est en Afrique, là, en Guyane, où on a fait le même genre d'exercice, mais dans ce cas-là, avec des hexagones de 1000 hectares, même genre de principe. En Saskatchewan, Environnement Canada a divisé son territoire en quarter section. En fait, c'est un 1000 divisé par 4. C'est un quart de 1000, un quart de 1000 carrés, 160 acres ou 65 hectares pour identifier les secteurs prioritaires sur le territoire pour certaines espèces. Un exercice qui a été fait à la CRNT Estrie en 2012 avec conservation de la nature. En fait, c'est conservation de la nature au moment où j'étais là. On avait développé cette méthodologie-là par pixels. Ici, c'est des pixels de 40 hectares auxquels on a attribué
des valeurs de conservation. Ça vous donne un portrait et de la répartition des endroits qui ont une valeur plus exceptionnelle versus des endroits où il y a une valeur plus faible. Et on voit quand même se dégager des secteurs où il y a une grande concentration. Ici, par exemple, dans le massif des Monts Sutton, mon chez moi, où on a des concentrations de sites qui sont très bons et exceptionnels, et il y a d'autres endroits qui se présentent de la même façon ailleurs sur le territoire. Donc, c'est une façon aussi d'identifier des endroits qui sont importants pour la conservation. Et on a fait ça pour plusieurs plans de conservation qui couvrent une bonne partie du sud du Québec. Alors, c'est des rapports qui sont d'ailleurs répertoriés là, dans l'Observatoire du Saint-Laurent, l'Observatoire global du Saint-Laurent, si vous voulez aller voir sur votre territoire s'il y a ce genre d'exercice-là qui a été fait. Et ici, dans le cas de la Communauté métropolitaine de Québec, Conservation de la nature a agi comme consultant pour leur montrer comment on avait fait dans le cas de nos plans. Ici, les couleurs sont inversées. Les sites les plus importants sont les verts et les moins importants, les rouges. Mais ça donne quand même, quand on travaille à très grande échelle, ça donne quand même des bons portraits. Et on voit ici qu'il y a des grands secteurs qui se dégagent comme très importants au niveau de la conservation. La raison pour laquelle, dans les analyses, dans les options qu'on a envisagées pour l'Atlas, on a décidé de ne pas retenir cette méthodologie-là, c'est que même moi, et puis même Conservation de la nature, a retourné à une méthodologie où on travaille davantage au niveau de chacun des fragments ou des sites, de chacun des cibles pour les identifier comme prioritaires. C'est qu'on multiplie souvent des valeurs qui appartiennent à plusieurs cibles. Et on noie un peu le poisson. On ne sait plus des fois pourquoi on va protéger ce pixel-là ou cet amalgame de pixels-là. Il faut retourner aux données par pixel, alors qu'on a déjà des entités territoriales qui existent, qui sont bien définies, qu'on est capable de retrouver avec les images satellitaires. Ça nous permettait d'analyser rapidement des grands territoires, mais là, on a trouvé une façon de le faire autrement. Et on s'est dit, pourquoi utiliser des pixels quand on a vraiment des entités sur le territoire auxquelles on peut référer? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une méthodologie intéressante si, par exemple, vous aviez sur votre territoire, mettons que ça, c'est un des territoires, vous aviez ce grand patch-là qui sort, de refaire une analyse plus fine pour identifier où sont les éléments très forts de biodiversité à l'intérieur de cette patch-là pour faire un design de conservation qui est, là, on est rendu au niveau du site, comment est-ce qu'on va le protéger. Puis, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écarter cette méthodologie-là, mais il faut l'utiliser à bon escient. Alors là, malheureusement, j'aurais bien aimé vous présenter un exemple avec les vraies données, mais malheureusement, on n'a pas fini pour chacune des sites des basses terres du Saint-Laurent, on n'a pas terminé l'analyse des sites prioritaires par cible. Alors, vous allez devoir souffrir à regarder mon bricolage. Alors, je pense que c'est assez clair là, ici qu'on a des forêts, on a des milieux humides, on a des milieux aquatiques qui sont représentés ici par une rivière à 2 branches et on a des friches. Alors, c'est mes 4 cibles que je veux, pour lesquelles je veux faire mon analyse multicible. Pour l'instant, ça, c'est comme un instantané d'une partie de mon territoire. Alors, on ne se préoccupe pas d'où c'est. Moi, dans ma tête, j'ai des images là, de où ça pourrait être, mais pour l'instant, c'est vraiment un bricolage. Alors, on commence avec ça. Alors, je commence par faire ma sélection de mes forêts qui sont prioritaires à partir des critères que je m'étais sélectionnés. Donc, le petit exercice avec les triangles au début pour la cible forêt. Là, ça donne que j'ai 2 grands blocs forestiers qui sont prioritaires. Mes fragments forestiers prioritaires. Ça ne veut pas dire que ceux-là ne sont pas importants, mais compte tenu des critères que j'ai sélectionnés, ils le sont. Si un jour,
je venais à perdre celui-là parce que je n'ai pas été assez vite pour le protéger, peut-être qu'il va falloir que je me rabatte sur lui et lui pour protéger des éléments de représentativité, par exemple. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. J'ai ensuite choisi mes complexes de milieu humide que je juge importants. Ma friche importante, mon milieu ouvert important, prioritaire. Mes unités écologiques prioritaires en raison de leur qualité, par exemple. Alors ça, on a tous fait ça ou on va tous faire ça dans les semaines qui viennent pour chacune de nos sites de conservation. Alors, ça nous donne sur un certain nombre de sites, certains qui ont été sélectionnés. On les amalgame. Ça, on voit le très bien, là, si je vais d'une diapo à l'autre, qu'est-ce qu'on fait? S'ils sont contigus, on les amalgame. Et ça, c'est très simple, c'est une fonction très simple en géomatique d'appliquer, c'est comme la fusion de certains sites. Maintenant, j'ai des choix à faire. Un coup que j'ai fait mon amalgame, il faut que je décide qu'est-ce qui va être mon noyau de conservation. Honnêtement, je pourrais dire, bon, ben ça c'est assez gros, il y a beaucoup de choses, ça pourrait être un assemblage de sites-là. Puis je vais faire, s'il y a des gens dans la salle qui sont du coin de Boucherville et puis de la Montérégie-Est, je pourrais dire, ah, ça c'est comme le boisé taillandier. J'ai des forêts intéressantes, j'ai des milieux humides intéressants, j'ai des terres agricoles avec possiblement des friches intéressantes à côté. Je ne suis pas certaine que j'ai un cours d'eau qui sortirait fort dans ce secteur-là, mais ça pourrait, là, je n'ai pas fait des analyses. Mais par contre, ce serait gênant un peu de ne pas prendre ce site-là comme noyau de conservation ici à côté, qui est le parc du Mont-Saint-Bruno, qui est très grand et qui joue un rôle de noyau de conservation. Alors, il va falloir que je fasse des choix. Puis voici les choix que j'ai faits. Alors, ça, c'est mes assemblages multiples. Les choix que je fais ici, c'est par rapport à ce que c'est un noyau de conservation. Mon choix de noyau de conservation, on revient à la définition, c'est un endroit qui, non seulement peut être un assemblage de sites, mais qui a aussi la taille pour maintenir des processus écologiques et les espèces qui y sont associées. Alors ça devient mes noyaux de conservation. Ces noyaux de conservation-là, ils sont importants, mais ça ne veut pas dire que ces endroits-là ici ne sont pas importants non plus. Pour une cible donnée, il y a des petits milieux humides, des petits amalgames de milieux, comme ici, on avait tantôt notre amalgame d'une unité aquatique intéressante et d'un milieu humide intéressant. Ici, tête de bassin versant. Ça ne veut pas dire ce qui n'est pas important pour la protection de la biodiversité. C'est juste qu'on va le regarder un peu autrement dans notre façon de protéger, dans les actions de conservation qu'on va faire éventuellement. Alors, est-ce que la taille devrait être le seul critère? On pourrait se baser sur les seuils qui sont la taille du noyau de conservation. On pourrait se baser sur les seuils qu'on retrouve dans la littérature. Il y a, par exemple, dans la zone carolinienne au sud de l'Ontario, ils ont défini, eux, leur noyau de conservation comme étant des milieux naturels intacts, généralement dans des grandes superficies, avec dans une région où il y a une forte proportion de milieux naturels. Et puis la grande superficie est liée au maintien de toute la diversité des espèces communes et des processus écologiques qui se maintiennent. Ils considéraient aussi que leur noyau de conservation pouvait contenir, bon, évidemment, des espèces menacées et vulnérables, différents types de végétation, des concentrations d'espèces ou de types de végétation relativement rares, et que la superficie minimum devait toujours être de plus de 200 hectares. Mais encore là, ça, c'est dans un objectif précis. Dans d'autres études, j'ai des exemples pour des superficies de 1000 hectares, 5000 hectares. Dans les Appalaches, Anderson recommandait 10 000 hectares si j'étais en forêt boréale, parce que les processus écologiques qui maintiennent la forêt boréale, je serais plus dans le 2 millions d'hectares ou 2000 km². Donc, dépendant de l'objectif et du territoire sur lequel on travaille, on peut définir ça va être quoi notre noyau de conservation.
si on se dit qu'en fait, on veut protéger, puis c'est une décision, c'est un choix qu'on fait, si en fait, sur un territoire, je n'avais que de petites forêts de 50 hectares et moins, je pourrais dire que mes noyaux de conservation sont à, par exemple, 30 hectares parce que dans la littérature, ou 40 hectares, parce qu'entre 30 et 50 hectares, ça maintient, par exemple, la régénération d'un peuplement forestier. Ça maintient probablement pas les populations viables des oiseaux forestiers, mais ça peut contenir une certaine population, mais à l'échelle globale, peut-être pas toute la variabilité qu'on retrouverait dans ce type d'écosystème-là. Alors, le contexte dans lequel on se trouve va influencer la taille des noyaux qu'on va vouloir choisir. Alors, on va faire différents tests, mais une idée qu'on a eue, parce que je ne peux vraiment pas comparer, par exemple, la MRC de Rouville, qui est dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, et la région du centre du Québec, par exemple, là où je suis en ce moment, puis avoir la même taille de noyaux de conservation, parce que ça veut dire que dans la MRC de Rouville, il n'y a plus rien vraiment d'intéressant à protéger, puis ça va être des petites choses. Mais c'est peut-être pas vrai. Il y a peut-être des endroits, puis il va falloir peut-être penser à la restauration. Alors, on s'est dit que peut-être on va tester non seulement des seuils de littérature, mais aussi des bris naturels par contexte, faire des bris naturels de l'amplitude de taille des milieux naturels pour dire, bon, ben, pour ce contexte-là, un noyau de conservation, c'est 40, c'est 200, c'est 1000, c'est 5000, dépendant du contexte de mise en place. Alors, je vous représente le contexte de mise en place. Vous voyez mes noyaux de conservation. Et, attention, noyau de conservation, oui, il est composé d'un ou de plusieurs sites prioritaires, mais les autres sites sont quand même prioritaires parce qu'ils ont été sélectionnés pour une raison spécifique. Quand je vais faire mon design de conservation, quand je vais travailler à ma stratégie de conservation, mes stratégies vont peut-être être différentes pour mes noyaux et pour mes sites qui sont des tout petits sites, mais qui revêtent une importance pour la conservation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Ben moi, ce que j'espère, et encore là, c'est je vous présente des données fictives, purement inventées de propres pièces de ma tête, mais qui pour vous donner un peu comment on pourrait compiler cette information-là. Alors, on pourrait, pour une mise en contexte donnée, alors je rappelle ici les mises en contexte de mise en place, pardon. Je pourrais dire, ben, pour un type d'habitat donné, pour une type donnée, par exemple les marais, dans un contexte de mise en place ici, qui ont chacun leur petit code, je pourrais dire, j'ai atteint mon objectif de 20 %. Dans certains cas, j'ai une marge j'en ai beaucoup, parce qu'en fait, mon 20 %, pour aller chercher mon 20 %, j'ai peut-être besoin de 60 % de mon territoire. Et c'est là que je vais pouvoir dire, bon, OK, dans l'ensemble de ce territoire-là, qu'est-ce que je voulais protéger, qu'est-ce que je veux aller chercher, mais j'ai capté de façon minimale 20 % de tous les types d'habitats. Alors, je peux le compiler au niveau d'un type d'habitat, je peux le compiler au niveau d'une cible, je pourrais le compiler au niveau d'un contexte de mise en place pour toutes les cibles, pour tous les types d'habitats. C'est une façon d'illustrer le territoire, la diversité, comment se répartit la diversité sur notre territoire. Ça va influencer notre façon de faire les projets. Mais ce qui est plus important encore, alors ça ici, ça veut dire 100 % de mes milieux naturels. Et ici, ceux qui seraient dans un noyau de conservation, les autres qui seraient à l'extérieur. Oups, pardon, je vais revenir en arrière. Les autres qui seraient à l'extérieur de mes noyaux de conservation et tous les autres milieux naturels. Ça veut dire que techniquement, et puis à l'intérieur de ça, on pourrait faire des variations, des sites incontournables, des sites qui ne sont pas incontournables. Donc, c'est un peu une façon de compiler les données pour nous donner des informations pour prendre les décisions plus tard. Ensuite, il y a une autre façon de compiler cette information-là. Ici, on arrive à 100 % parce qu'on l'a fait par rapport à l'ensemble des milieux naturels d'un contexte de mise en place donné. Mais on pourrait aussi compiler cette information-là d'autres façons. Et en voici une. Est-ce que j'atteins l'objectif de 10 % d'aires protégées par contexte de mise en place? Mais ça pourrait être par MRC, par région administrative, pour l'ensemble des Basses-Terres du Saint-Laurent. Être capable de dire, ben, j'en ai qui se retrouvent dans des noyaux, alors que d'autres ne se trouvent pas dans des noyaux. Alors, ici, j'ai un exemple. Je pense que j'ai un autre petit clic ici. Voilà, à 17 %. Ça se peut qu'à certains endroits, j'arrive pile poil. J'en doute, là, mais j'ai mis les chiffres comme ça. Mais ça se peut que dans certains, dépendant
du contexte de mise en place, dépendant si je fais mon analyse au niveau du MRC, ça se peut que je ne me rende pas à 17 %. Alors ça veut dire que ma stratégie, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce que ça va être d'aider une municipalité voisine à protéger des milieux, à faire des choses en collaboration au niveau de la MRC pour avoir un objectif au niveau d'une MRC? Est-ce que ça veut dire que, bon, ben, peut-être qu'il va falloir que je fasse de la restauration? Est-ce que j'ai des milieux ou carrément de la compensation par la construction de milieux naturels? Donc, c'est une possibilité. Alors là, c'est des chiffres fictifs. J'ai hâte de voir. J'ai encore là, quand j'ai mis ces chiffres-là, j'ai des images en tête de quel type de milieu que ça pourrait être, mais il n'y a rien comme la vraie chose. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir analyser les données qui vont sortir des analyses qu'on va faire dans les semaines qui viennent. Alors, pour terminer, alors comme je vous dis, là, comment on va compiler cette information-là, on va essayer de compiler les analyses multicibles, et même pour chacune des cibles, de façon à ce qu'elle vous donne des idées de comment se répartit la biodiversité sur votre territoire, c'est quoi les problématiques, et peut-être d'orienter la façon dont vous allez approcher la conservation sur votre territoire. Alors, ce qui reste à finaliser au niveau de l'Atlas, c'est les analyses multicibles. Je dirais l'option 3, celle qu'on vient de décrire, ou quelque chose de très similaire. Là. Puis, comme vous voyez, on n'a pas refait de pondération parce qu'on s'est dit, on les a déjà choisis, ces sites-là. On ne veut pas choisir parmi ceux. On les a déjà choisis, voilà, on arrête cela. On ne veut pas pondérer des sites. Vous pourriez le faire, remarquez, dans une région donnée, vous donner des critères pour choisir un site versus un autre. Ce qu'on veut, c'est faire cet exercice-là. Dans la production d'un rapport, l'option 1, parler plus globalement de la diversité, de la répartition de la biodiversité des basses terres du Saint-Laurent, un peu comme ce qui a été fait pour l'Atlas de biodiversité du Nord, que je conseille d'aller chercher, qui est un très beau document, très intéressant, qui est disponible sur Internet. Et puis, on va aussi préparer les données et les métadonnées de façon à ce qu'ils soient disponibles le plus rapidement possible. Il y a aussi un rapport technique qui est en production en ce moment. Chacun des responsables des différentes cibles sont en train de travailler là-dessus pour que vous ayez au moins une référence sur comment ont été analysés certains des critères qu'on a utilisés pour prioriser les sites. Et puis, ensuite, on a déjà commencé, dans certains cas, on commençait à penser au plan d'action et stratégie de mise en œuvre. En fait, l'atelier de la semaine prochaine, c'est un peu justement un pas dans la porte. On va vous expliquer comment on va diffuser les résultats et les méthodologies. On va regarder différentes facettes de stratégie de mise en œuvre. On va regarder comment ces informations-là et les enjeux, les opportunités que nous offrent ces outils-là pour produire les plans régionaux des milieux hydriques et aquatiques. On va aussi regarder est-ce qu'il y a des avantages à décliner cette information-là, comment on pourrait le faire pour la décliner au niveau de d'autres niveaux du cadre écologique de référence du Québec, mais aussi par rapport au bassin versant, si vous êtes un OBV, si vous êtes une municipalité ou un MRC au niveau administratif, comment est-ce qu'on peut décliner, se servir de ces données-là pour se faire des outils qui sont plus à notre mesure. Et pour la mise en œuvre des actions, on sait très bien déjà par rapport, moi j'avais fait un plan de conservation, il y en a certains qui le savent là, pour les basses terres du Saint-Laurent, où j'avais considéré que les milieux forestiers et les milieux humides. Dans le cas quand on m'a approché pour travailler sur cette deuxième itération du plan de conservation, j'ai dit oui, mais il faudrait intégrer les milieux humides et pas les milieux humides, les milieux aquatiques et les milieux ouverts. Donc, c'est vraiment une très grosse amélioration parce que je trouvais inconcevable qu'on n'ait pas de visite de conservation pour les milieux aquatiques et les milieux ouverts. Donc, c'est chose faite. Mais on sait aussi qu'on aurait bien voulu intégrer les informations sur la connectivité qui aurait été intéressante. En fait, ça va venir. Il y a déjà un contrat qui a été donné à l'équipe de McGill pour travailler là-dessus. Et la méthodologie en utilisant la méthodologie qui a été publiée dans Albert 2007, qui ont fait pour un peu la grande région métropolitaine de Montréal, mais maintenant qui vont appliquer à l'ensemble des basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'est un autre élément que vous allez pouvoir vous-même ajouter
Alors, nous autres, on s'est concentré sur la biodiversité pure et simple, là, espèces, communautés. Mais là, il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir rajouter, comme la connectivité, comme moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille sur la résilience au changement climatique. Peut-être qu'il y a un lien à faire avec la taille des fragments ou comment on va développer nos stratégies de conservation pour préserver la résilience d'un site qui serait peut-être trop petit lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait? Résilience des communautés, même des espèces, des populations d'espèces. Est-ce qu'une population qui est plus grande, est-ce qu'on devrait restaurer? Alors, il y a différentes choses qu'on pourrait regarder de ce côté-là. Mais il y a aussi, et je pense que ça va peut-être être pour moi des choses intéressantes. Outre, je pense que l'étape numéro 1, c'est la diffusion de l'information. Il faut trouver une façon simple, facile. J'ai plein d'idées que je ne partagerai pas avec vous parce qu'on va essayer d'en parler la semaine prochaine. Il ne faut pas que je vende toutes mes scoops de ma présentation de la semaine prochaine. Mais je veux certainement parler de la diffusion, mais aussi de comment on peut prioriser nos actions, parce que là, souvent, on est allé de façon plus opportuniste dans la conservation, mais est-ce qu'on peut aussi avoir un outil spatial, peut-être oui, peut-être pas, où on va identifier les menaces, mais après ça, comment est-ce qu'on les rend spatialement pour identifier les endroits qui sont très importants de protéger et qui sont très menacés, versus des endroits qui sont très importants au niveau de la biodiversité, mais qui à court terme ne sont pas menacés. Ça ne veut pas dire de ne pas les protéger si on a une occasion, mais on est en train de perdre la bataille sur la biodiversité, justement parce qu'on ne fait pas ces choix difficiles-là d'aller confronter les autres usages du territoire quand on a des éléments de biodiversité qui sont importants à protéger. Alors, je m'arrête là-dessus, parce que si vous me connaissez, je pourrais poursuivre pas mal, là, mais voilà. Mais merci beaucoup, Louise. On a des questions, donc on vous invite à répondre aux questions. On vous invite à inscrire vos questions sur la plateforme. Et première question, quand on parle de restauration et de création d'habitat, comment allez-vous choisir les sites? Est-ce que vous allez visiter des sites situés près des noyaux de conservation, à l'intérieur des noyaux? Donc, Louise. Bien, je trouve ça très intéressant comme question. Je pense que c'est effectivement, déjà avec cet outil-là, on va avoir une meilleure connaissance du territoire. On va avoir cartographié tous les milieux humides de 1 hectare et plus et les milieux forestiers de 10 hectares et plus. Bon, là, on parle surtout de milieux humides parce que malheureusement, à ma connaissance, on ne fait pas de restauration de milieux forestiers encore. Là. Ça va venir. Surtout si on parle de corridors. Mais en termes de milieux humides, moi, je pense qu'il va falloir développer une façon de le travailler. Il va falloir identifier, est-ce qu'on a des besoins de restauration à certains endroits? Est-ce qu'il y a des milieux humides qui, compte tenu de ce qu'on connaît de ces milieux humides, parce que toutes les mesures que vous avez vues, là, tous les critères ont été mesurés pour tous les milieux humides. Est-ce que dans un secteur, on peut identifier qu'il y a un déficit de tel type de milieu humide et c'est ce type de compensation-là qu'on voudrait faire et dans quel type de milieu qu'on voudrait le faire? Alors, je pense que ça va nous permettre, cet outil-là, parce que vous allez avoir l'information pas seulement sur les sites prioritaires, mais sur tous les milieux naturels, comme je l'ai dit, de plus d'1 hectare pour les milieux humides, avoir l'information sur tous ces milieux-là. Alors, il va falloir que je pense, ça pourra pas, on ne mettra pas des sites dans un chapeau et le sortir. Je pense qu'il va falloir avoir des groupes de gens, que ce soit au niveau des régions administratives, qui se réunissent, qui disent, OK, on a de la compensation ici à faire, on a un plan de conservation, on est dans les basses du Saint-Laurent, on a eu de la difficulté à aller chercher notre 17% pour tel type d'habitat. Est-ce qu'on devrait choisir ce type d'habitat-là à compenser? Alors, je pense qu'il va y avoir peut-être un processus à mettre en place pour être capable de prendre des décisions qui vont bénéficier le plus la biodiversité d'un secteur donné. Donc, Louise, qu'est-ce que tu dis? C'est que dans les analyses, on va cibler des sites prioritaires, mais ces analyses-là nous permettent aussi de voir les sites qui ne sont pas prioritaires et peut-être il y a des raisons de restauration qui fait que. Tout à fait. D'ailleurs, si vous regardez dans les milieux humides, par exemple, il y en a qui ont des perturbations naturelles. Pas naturelles, mais des perturbations anthropiques. C'est peut-être ces milieux-là où on va dire, ah ben c'est là qu'il faudrait aller. Mais vous allez avoir l'information sur tous ces milieux.
Puis à l'option 1 que tu as proposée, on va aussi voir certains cadres écologiques qui sont déficients pour Oui. la création de milieux humides ou forestiers Exactement, ou aquatiques. exactement. On pourrait dire, bon, écoutez, dans cette région-là, là, on est vraiment en déficit, donc le genre de compensation qu'on va demander, c'est tel type pour tel type de milieu humide pour lequel on est déficient. Parfait. L'autre question, on a parlé de 20 de la superficie pour la cible, 17 aussi des aires protégées du territoire. Est-ce qu'il existe des pourcentages au niveau des noyaux? Donc, un pourcentage de noyaux à assurer sur le territoire? Il n'y a pas vraiment de pourcentage de noyaux. En fait, on fait toujours référence c'est à partir, on a souvent comme référence à partir de 30 et moins de milieux naturels sur un territoire, c'est là où on voit la biodiversité commencer à s'effriter. Donc, idéalement, mais ça ne serait pas idéal. Sur le plan de la biodiversité, OK? Seulement sur le plan de la biodiversité des gènes, des espèces et des communautés, moi, je dirais, j'aimerais tout avoir en noyau, mais ce n'est pas toujours possible. Et puis, idéalement, en termes de services écologiques, qui n'est pas nécessairement le propos de l'exercice des atlas du territoire d'intérêt pour la conservation, même si on sait que ça va servir à ça, ben peut-être qu'en termes de services écologiques, de tout avoir concentré à un endroit, ça pénalise d'autres secteurs du territoire en termes de services écologiques. Donc, je pense que ça dépend des territoires. Encore là, il y a des choix à faire en fonction de l'objectif qu'on vise par notre plan de conservation. Ici, on demande si les analyses ou même l'analyse multiple, la méthodologie, dans le fond, va pouvoir être adaptée par MRC ou par bassin versant. Tout à fait. Tout à fait. On vous propose la méthodologie. Nous, on fait un premier exercice pour dire ça, c'est très important, ça, c'est très important, mais vous pourriez refaire à partir de la... En fait, l'idée de la classe des territoires d'intérêt, c'est un outil, premièrement, avant tout, que le gouvernement se dote pour lui-même appliquer ses propres règlements, ses propres lois, ses programmes, où est-ce que, tu sais, bon, voir ses grandes orientations, mais on donne l'opportunité d'avoir travaillé sur toutes ces données-là aux municipalités, aux MRC, aux organismes de bassin versant. On leur donne toute la base de données pour recommencer à zéro s'ils veulent. Mais déjà, il y a un travail de fait. Donc, vous pouvez déjà avoir des couches où il y a des critères qui ont été mesurés. Il fallait faire vos propres requêtes sur les critères de certains sites versus d'autres pour aller chercher ce que vous voulez comme produit. Bon, on fait une blague ici. Est-ce que ça peut être fait à l'échelle de l'Amérique du Nord? Oui! Donc, pas de limite, pas de limite. Donc, on va mentionner que l'article de Levin 2017 va être disponible sur le site Internet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont démontré un intérêt pour cet article-là. Donc, on va le mettre en copie. Puis, Louise nous a donné l'idée aussi d'offrir un webinaire sur le cadre écologique de référence. Donc, on va voir si on ne peut pas vous offrir ce webinaire-là dans les prochaines semaines. Donc, on vous remercie tout le monde. On se donne rendez-vous au forum la semaine prochaine qui est complet présentement. On n'a plus de place pour les inscriptions. Puis, je laisse le dernier mot de la fin à Louise. Alors, moi, ce que j'ai oublié de vous dire que, oui, dans les dernières diapos, je dis comment est-ce qu'on va diffuser l'information, les stratégies qu'on va développer, les données qu'on pourrait rajouter pour améliorer nos stratégies de conservation, que ce soit sur la résilience des écosystèmes, les menaces les plus importantes, la connectivité. Mais s'il vous plaît, attendez pas d'avoir ça pour commencer à faire de la conservation. On en fait depuis dès là, on a des données de plus en plus sur des sites qui sont incontournables. Je pense que ces endroits-là, il faut commencer à s'en occuper immédiatement. On a des très belles opportunités dans les années qui viennent avec les financements qui ont été accordés au niveau du fédéral et du provincial. Profitons-en. Merci. Merci beaucoup.